Bonjour tout le monde, et bienvenue dans la deuxième partie de la présentation de la librairie SCLS Foundation Leonard, faite par nous-mêmes, Master System. Donc c'est la suite de la première vidéo que je vous conseille d'aller voir avant de regarder celle-là. Je vais quand même vous faire un bref résumé. Cette librairie, c'est la librairie fondamentale de notre projet SCLS, que j'ai décidé du coup de vous présenter en entier. Et comme c'est assez simple, sachez que cette vidéo peut être suivie soit comme une présentation, soit comme un tutoriel C++. Donc dans la partie 1, on avait vu la partie noyau et maths de la librairie. Cette fois-ci, on verra la partie binaire et fichier. Bon, en plus, la partie générale, mais bon, ça je vous en parlerai après vite fait. Donc bon, sur ce, comme tout a déjà été dit dans la première vidéo, c'est parti. Donc on va commencer avec la partie binaire, qui permet du coup de gérer facilement du binaire en C++, même si c'est conseillé de bien savoir ce que vous faites, parce que sinon ça peut être un peu risqué. Et ce que je vais faire pour cette partie, c'est que je vais vous expliquer comment fonctionne le binaire en C++, puis je vais vous dire comment l'utiliser grâce à tout ce que propose la librairie. Bon, va falloir s'accrocher parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Déjà en C++, comme sur tous les langages et surtout les appareils numériques, vous n'utilisez pas directement le binaire, mais les octets, donc 8 bits. Et en C++, un octet est contenu dans un char. Bon, peut-être vous allez vous dire que le char c'est pour contenir des caractères, sauf que en général en C++ les caractères sont encodés en octets, donc avec la table ASCII, et donc en fait c'est un octet qui représente du coup un caractère. Donc par cette logique il est possible de mettre des numéros dans notre octet. Bon bah oui, c'est totalement possible, même si du coup avec un octet de précision vous pouvez pas aller au-delà de moins 128 et 127, à moins de rendre votre octet pas signé, et là vous pouvez aller de 0 à 255, mais bon c'est comme vous voulez. Et donc avec ça vous pouvez stocker un octet. Bon, pour faire des manipulations plus précises, il est grandement conseillé d'utiliser pas mal de conversions, parce que dans un octet vous avez par exemple pas la place de stocker un numéro comme ça, c'est logique, et on verra plus tard comment faire. Bon là c'est bien beau mais on a qu'un seul octet, et avec un seul octet on fait rien, donc comment faire si on veut plusieurs octets? Pour ça il faut créer un tableau d'octets, ou pour être rigoureux dans l'appellation, un pointeur vers un tableau d'octets. Bon je conseille grandement de le créer avec le constructeur new, comme ça vous avez plus de place, et donc là je crée un tableau de 8 octets, et je mets la mémoire dans ce pointeur. L'avantage c'est que comme le C++ est bien fait, si vous voulez accéder par exemple au quatrième élément, vous avez juste à faire octet 3, parce que pour rappel ça commence à 0, et vous pouvez accéder au quatrième élément du coup de votre tableau. C'est exactement la même chose que si vous faites ça. Bon la seule différence c'est que si vous faites comme ça, alors ce sera à vous de mettre la valeur de chaque octet. Et donc du coup une question qu'on peut se poser c'est ça veut dire qu'avec ça, si je crée par exemple un tableau de 4 octets, je peux mettre dedans un entier. Par exemple cet entier là je pourrais le mettre dedans théoriquement. Alors oui mais c'est un peu compliqué. Mais avant de vous expliquer comment faire, il faut que je vous dise un petit truc. Si vous utilisez ça, faites très attention, parce que bon là par exemple il est de taille 4, et si j'essaye d'accéder à la taille je sais pas moi 78, alors il va y accéder mais du coup elle n'est pas allouée, donc ça fait des erreurs, voire des crashs, voire pire des fois du piratage. Donc bon c'est assez déconseillé d'utiliser ça si vraiment on sait pas du tout ce qu'on fait. Et vous inquiétez pas, la librairie permet de pallier à ce problème. Bon déjà si on arrive au début on a plein de fonctions, mais on va pas en parler pour l'instant, tout simplement parce que il y a plus simple, une classe byte7 qui est une interface d'utilisation de ce binaire de manière très simple, donc dans un tableau de char. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous pouvez y ajouter des données sous la forme d'un tableau de char constant ou d'un seul char, et bon il se débrouille pour reconstruire notre tableau avec les données que vous voulez ajouter, et de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, l'erreur que je vous ai décrite tout à l'heure qui s'appelle une buffer overflow. Et si vous voulez y ajouter autre chose, donc par exemple un entier, et bien vous avez juste à utiliser la fonction, enfin plutôt la méthode add_int. Bon le truc c'est qu'il y a plein de manières de stocker les données différemment dans le bazar, en sachant que seules les données numériques sont vraiment utilisables avec, donc c'est pour ça qu'il y a une méthode par type, unsignedInt, int64, int, unsigned short, data du coup pour un seul char, mais aussi double et float, même s'il y a une grosse particularité pour celle-là. Avant on va vite fait voir la dernière fonction add quelque chose, donc add string, qui bon en gros rajoute toute la chaîne de caractères dans votre truc. Bon comme je vous l'avais dit, dans les doubles et dans les floats il y a une grosse spécificité. En effet, on va avoir besoin de nos fonctions ici pour que je vous explique pourquoi. Pour convertir un quelconque type numérique en tableau de char, l'idée c'est d'utiliser des fonctions, ou plutôt des opérations binaires, donc en décalant les octets un par un dans ce que vous voulez convertir pour le mettre dans le tableau de char. Bon, l'avantage c'est que ça marche pour tous les types numériques, donc int, short, char, etc. Par contre, pour les doubles, et ben ça ne marche pas. Tout simplement parce que le double n'est pas considéré comme un type numérique, je sais pas pourquoi. Donc faut faire un truc qui est quand même assez miteux et un peu dangereux. Vous prenez votre double, vous vous débrouillez pour que le compiler l'interprète comme un int64, parce que le double, du coup c'est sur 64 bits, 8 octets. Donc pour ça je prends un pointeur vers le double, que je convertis sans rien d'autre à l'int64. Du coup on a exactement le même pattern de bits, et ensuite vous avez juste à utiliser votre int64 pour le mettre dans le char. Bon, du coup vous allez me dire ouais mais si on fait ça du coup on a un int64 et pas un double. C'est pour ça qu'il y a une fonction aussi spéciale pour les décoder, donc ça s'appelle extract, donc pareil qui marche parfaitement avec les types numériques, mais pour les doubles, et ben il faut refaire la manipulation mais à l'envers. Bon c'est dommage que les doubles ne sont pas comptés comme ça, bon malheureusement c'est comme ça, et pour les floats ben, c'est la même chose, sauf que le float est converti en double, voilà pour pas se casser la tête. Et donc avec ces fonctions, vous pouvez rajouter dans votre byte7 des données, en grande partie grâce aux fonctions put ici qui permettent de faire la conversion. Bon ensuite on a quelques fonctions assez pratiques, data_add et setData_add. Data_add qui permet de retourner un char à une certaine position, et si vous faites une buffer overflow il retourne une erreur, avec SCLS
SCLS print. Et cette data at, même chose, sauf qu'elle met à la position un char spécifique. Bon, c'est ça qu'il faut absolument utiliser en fait pour pas avoir d'erreur, parce que sinon ça peut être vraiment problématique. Bon, après, si vous voulez passer de votre binaire à des vraies données, il y a des fonctions extract qui, elles, vont extraire à une certaine position des données. Et c'est exactement la même chose avec chaque type numérique, donc INT, INT, tout ça. Même pour string. Et pareil, c'est toujours le même système de décalage d'octets qui vous permet de tout avoir facilement. Et déjà, rien qu'avec ça, on a vu une grande partie du truc vraiment compliqué des binaires, donc c'est cool. Les fonctions d'après sont beaucoup plus simples, donc avec free memory, qui libère la mémoire, parce que les données dans le byteset sont stockées avec new, donc si vous les supprimez pas vous-même, elles se supprimeront jamais. D'ailleurs, ça, c'est appelé dans le destructeur, comme ça, pas de problème. Vous avez ensuite une fonction load from file, qui charge votre byteset selon les données d'un fichier, donc par exemple un PNG, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs dans la librairie, mais ça, je vous le dirai beaucoup plus tard, quand on sortira SCLS image, et on a un petit peu de temps encore. Et finalement, save, bon ben là, qui enregistre vos données. Bon, ça, autant vous dire que c'est vraiment très utile pour vraiment utiliser les données. Et c'est à mon avis là toute la puissance du truc. Bon, ensuite on a des trucs un peu moins machin. L'opérateur crochet, bon, qui utilise data at, et les getters et les setters. En sachant que les seuls attributs du coup, c'est la taille des données et les données, enfin un pointeur des données dans la mémoire. Et avec ça, vous pouvez manipuler les octets comme vous voulez. En sachant que cette fonction couvre quasiment tout, parce que bon, il y a aussi un système pour lire et écrire dans les fichiers, en binaire, bon, ce qui est très simple, heureusement, c'est plus. Et à permettre de rendre facile l'utilisation de tout ça. Bon, il y a quand même d'autres petites fonctions à présenter, comme reflect char, qui retourne un char avec toutes ses bits retournés, c'est utile des fois. Vous avez pareil pour l'unsigned char, l'unsigned INT et l'INT. J'ai oublié de mettre pour le short, je sais plus pourquoi, bon, je dois avoir une bonne raison. Peut-être que ça y sera dans les prochaines versions. Bon, et si vous demandez, pareil, c'est toujours des systèmes de décalage de bits. Bon, ça par contre, c'est vraiment de la manipulation de bits, pas d'octets, bon, ce qui est un peu plus complexe, mais bon. Et en général, c'est pas trop à utiliser. Par contre, il y a un autre truc qui peut être utilisé, c'est ce qui est appelé en français le petit boutisme et le grand boutisme, ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Ou plus communément Little Endian et Big Endian, qui dit comment votre type numérique est stocké. Et ça permet de swipe les octets. En sachant que ça swipe les octets, pas les bits, ça rend le tout un petit peu plus simple à utiliser. Donc pareil, ça c'est un petit peu relou, je vais pas vous mentir, parce que du coup ça dépend de beaucoup de choses, mais bon. En général, c'est bien de le mettre à true tout le temps, bon là je l'ai mis à false, parce que je sais que beaucoup l'utilisent à true, ça fait plus humain. Pareil, quand je vous présenterai la partie image, je vais vous montrer un cas très précis d'utilisation, même si pareil, il faudra être accroché. Dernier truc à vous présenter dans cette partie de la librairie, l'algorithme CRC. Donc CRC pour Cyclic Rendering Check, est un algorithme qui permet de savoir si un set de données a été corrompu ou non. Bon, c'était très utile avant, aujourd'hui je sais pas si c'est toujours aussi utile, mais bon, pour certains cryptages, comme le cryptage PNG, il n'y a pas de choix, donc c'est implémenté si vous le voulez. Bon, l'algorithme CRC est assez complexe, je me suis pas mal cassé les dents dessus. Vous avez une photo à l'écran en gros à quoi ça ressemble, et en gros en faisant plein de manipulations binaires, ça vous permet d'utiliser cet algorithme. Bon là c'est des opérations très bas niveau, mais avec ces deux fonctions, CRC32B, avec un tableau de char et un tableau d'unchained char, vous pouvez utiliser l'algorithme. Donc avec les données à chiffrer, la taille des données, et le nom CRC. Parce qu'en effet, si vous voulez utiliser cet algorithme, vous avez deux choix. Soit vous faites vous-même l'algorithme, parce qu'il prend plusieurs choses en paramètres, ce qu'on appelle un polynôme, qui change selon les types de CRC. Oui, il y a plusieurs types, c'est compliqué. Un exemple, c'est le polynôme PNG, donc le voilà. Avec ça, vous avez 4 octets qui représentent en gros ce qui permet de crypter ou de décrypter du PNG. Et ainsi que si l'entrée et la sortie inversent ces bits, et pas ces octets, hein, ces bits ou non. Ainsi que la valeur de départ, et si un XOR est mis à la fin. Voilà, c'est hardcore, je suis d'accord. Et en définissant ça, vous pouvez utiliser cet algorithme. Bon, je suis pas trop méchant quand même. L'algorithme du nom de PNG, en minuscule, donc dans le truc c'est en minuscule, se crée automatiquement s'il n'y est pas. Donc si vous voulez faire du cryptage PNG grâce à ça, vous pouvez. Bon, je pense que je ferai un tutoriel plus précis plus tard sur ce qu'est Cyclic Rendering Check, parce que moi j'ai galéré là-dessus, je peux vous le dire. Donc c'est tout pour la partie binaire, enfin. On va passer à la partie fichier qui est quand même assez simple. Donc découper en deux, une première partie pour avoir des données à propos d'un fichier, et une deuxième partie pour écrire et lire dans un fichier. En sachant que la partie est pas très remplie parce qu'il existe une librairie dans STD qui s'appelle STD File System et qui permet de faire pas mal d'opérations cool, donc ça permet de rendre la librairie plus petite. Bon, la première fonction c'est Directory Content qui retourne un vecteur de STD string, donc qui représente les sous-chemins d'accès dans un chemin d'accès PAF. Si vous mettez subdirectory à false, alors il va s'arrêter juste en dessous de PAF, sinon s'il voit des dossiers dans PAS, alors il va aller dedans aussi pour faire l'analyse. Bon, ça c'est très pratique pour avoir des fichiers. D'ailleurs assez bizarre que ce soit pas directement dans STD File System, bon c'est comme ça. Bon, après on a des fonctions beaucoup plus simples. File Extension qui retourne l'extension d'un chemin d'accès, avec son point d'ailleurs, ou pas, comme vous voulez. File Name qui lui retourne le nom, avec l'extension ou pas si vous voulez. Et bon, c'est deux là que je vais pas parler parce qu'elles ont été rajoutées dans une version supérieure. Bon, ensuite nous avons deux autres fonctions, bon très simples. Read File qui retourne tout le contenu d'un fichier. D'ailleurs on peut voir qu'il utilise Read Entire File Binary, donc les fonctions binaires pour le lire. Et finalement Writing File, même chose qui écrit du texte dans un fichier. Bon, des fonctions quand même assez simples, mais bon, qui sont pas malheureusement, donc faut les mettre. Et bon, dernier truc que je vais vous présenter assez simple, c'est le fichier sclsfoundation.h, qui est en fait le fichier à inclure si vous voulez accéder à tout SCLS Foundation. Pas besoin d'inclure les fichiers tous un par un, ils sont ici. Bon, après vous mettez où vous voulez, vous avez juste à inclure celui-là, en le mettant dans le même dossier qu'un dossier SCLS Foundation Directory qui mène aux autres fichiers. Et ben je crois que je vous ai tout dit.
Donc du coup sur cette présentation, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner tous les jours. J'espère aussi que je vous aurai appris des choses pendant cette présentation. Bon, c'était assez compliqué en vrai, et je sais pas si je le referai avec d'autres librairies, parce que déjà que là c'est une librairie que je considère simple, alors les autres, laisse tomber. Bon, tout le nécessaire pour utiliser la librairie et tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez, au site web, à la librairie, à ce que vous voulez. Mais bon bref, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, et bonne utilisation de l'algorithme CRC, enfin des algorithmes CRC, il y en a des milliards de trucs possibles, par pitié sauvez-moi, et sur ce je vous dis à plus.